Sa mort soudaine a choqué le monde, et sa tombe est devenue un symbole de paix et de souvenir. Pendant plus de 50 ans, la tombe de Bruce Lee est restée intacte, un lieu paisible où les fans venaient en honorer son héritage. Mais en 2025, lors de ce qui devait être un entretien de routine, les travailleurs ont fait une découverte inattendue. Sous la pierre se trouvait une vérité cachée qui raviverait la fascination mondiale et susciterait à nouveau des émotions. Que trouvèrent-ils à l'intérieur de la tombe de Bruce Lee? Découvrons-le. Numéro 1. Comment tout a commencé? Avant que Bruce Lee ne devienne une icône, un combattant ou une star de cinéma, il était un adolescent agité naviguant dans les rues bondées de Hong Kong, lançant déjà des coups de poing au monde bien avant que le monde ne connaisse son nom. Ce feu précoce, brut et indompté deviendrait la base d'un héritage qui changea tout: les arts martiaux, le cinéma et la façon dont l'Est et l'Ouest se percevaient mutuellement. Bruce Lee est né à San Francisco en 1940 lors de la tournée d'opéra chinois de son père, mais ses racines ont été fermement ancrées à Hong Kong. Nommé Lee Jun-fan, ou Retour encore, il était un enfant de deux mondes dès le départ. Grandir à Hong Kong après la guerre signifiait apprendre à se débrouiller seul, souvent physiquement. À l'adolescence, Bruce était déjà un combattant de rue habile, rapide avec ses poings et encore plus rapide avec son esprit. Ce talent brut trouva sa discipline lorsqu'il commença à s'entraîner sous la direction du grand maître de Wing Chun, Ip Man. Dans ce studio, Bruce absorba plus que des techniques d'arts martiaux. Il commença à façonner une philosophie personnelle qui valorisait la flexibilité, l'efficacité et l'expression de soi continue. À 18 ans, après une série de combats de rue et des préoccupations concernant sa sécurité, Bruce retourna aux États-Unis. Il arriva à Seattle avec à peine de l'argent, mais portait en lui une détermination qui ne pouvait être ignorée. Il s'inscrivit à l'université de Washington, étudia la philosophie et ouvrit sa première école d'arts martiaux. Et ce qui distinguait Bruce n'était pas seulement sa technique, mais qui il choisissait d'enseigner. À une époque où les arts martiaux étaient souvent gardés derrière des portes culturelles closes, Bruce accueillait tout le monde, quelle que soit leur race ou leur origine. Cette décision a froissé des plumes dans les cercles traditionnels, mais elle a également préparé le terrain pour quelque chose de révolutionnaire. En mêlant le Wing Chun à la boxe, à l'escrime et à ses propres idées sur le combat et le mouvement, Bruce développa le Jeet Kune Do, son expression personnelle des arts martiaux. Ce n'était pas seulement un style de combat, c'était un rejet de la forme rigide. Absorber ce qui est utile, écrirait-il plus tard. Jeter ce qui ne l'aide pas. Hollywood finit par l'appeler. Casté en tant que Kato dans The Green Hornet, Bruce transforma un rôle secondaire en un phénomène culturel, à tel point que dans certains pays, l'émission fut littéralement renommée The Kato Show. Mais Hollywood n'était pas prêt pour un homme de premier plan chinois. Frustré par le typecasting et le racisme, Bruce retourna à Hong Kong, où il prit le contrôle de son destin. Il écrivit, réalisa, chorégraphia et joua dans une série de succès comme Fist of Fury et Enter the Dragon, des films qui ne se contentèrent pas de montrer son talent, mais qui brisaient des barrières culturelles et des records au box-office dans le monde entier. Tragiquement, Bruce Lee mourut en 1973 à seulement 32 ans, avec toute la portée de sa vision encore devant lui. Mais ce qu'il laissa derrière lui, ses enseignements, sa philosophie et ses films, ne fit que se renforcer avec le temps. Et en 2025, lorsque sa tombe fut rouverte pour la première fois en des décennies, le monde apprendrait que son histoire était loin d'être terminée. Numéro 2. Le jour où le monde a pleuré. Peu de décès de célébrités ont suscité autant de confusion, de suspicion et de chagrin que celui de Bruce Lee. Lorsque la nouvelle éclata le 21 juillet 1973 que l'icône des arts martiaux âgée de 32 ans était morte subitement à Hong Kong, le monde eut du mal à le comprendre. Il n'était pas seulement une étoile montante du cinéma. Il était une force culturelle, un symbole de force et de discipline, disparu en un instant au sommet de sa carrière. Et ce n'était pas seulement la perte qui stupéfiait les gens. C'était à quel point personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. Ce jour-là, Bruce se trouvait dans un appartement appartenant à l'actrice Betty Ting Pei, apparemment en train de réviser un scénario pour Game of Death. À un moment donné, il se plaignit d'un mal de tête. Ting lui donna un analgésique courant. Ce qui se passa ensuite est encore débattu. Bruce s'allongea pour se reposer et ne se leva jamais. Les ambulanciers le transportèrent à l'hôpital Queen Elizabeth, mais il fut déclaré mort le soir même.
La cause officielle, selon un rapport du médecin légiste publié en septembre de cette année-là, était un œdème cérébral, un gonflement de liquide dans le cerveau, probablement causé par une réaction indésirable à l'analgésique. Aucune autopsie ne fut pratiquée, ce qui était la pratique standard à Hong Kong à l'époque pour les cas sans signe clair de crime. Mais pour beaucoup, cette explication était insuffisante. Presque immédiatement, des rumeurs prirent bas le relais. Certains croyant que les triades, les célèbres groupes criminels organisés de Hong Kong, y étaient vantaux pour quelque chose. Bruce avait refusé de jouer selon leurs règles. Était-ce suffisant pour le faire taire ? D'autres soupçonnaient un empoisonnement ou une réaction au cannabis trouvé dans son système, bien que les médecins aient déclaré que ce n'était pas suffisant pour être létal. Une enquête plus tard dans l'année soutint le rapport médical, écartant le crime. Pourtant, le mystère persista. Comment quelqu'un en pleine forme physique pouvait-il s'effondrer si soudainement sans avertissement ? Le chagrin était accablant. À Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes remplirent les rues en deuil. Dans le monde entier, des hommages affluèrent de la part des fans et des amis. Sa femme, Linda Lee, se tenait au centre de tout cela, le cœur brisé mais composé, veillant à ce que son mari reçoive l'honneur qu'il méritait. Bruce fut inhumé à Seattle, où sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour des générations, cherchant clarté, force ou un peu d'inspiration. Et puis en 2025, cette tombe fut discrètement ouverte. Ce qui devait être un simple entretien se transforma en toute autre chose. Le mystère entourant les dernières heures de Bruce Lee n'avait jamais vraiment été enterré et le monde regardait à nouveau de près. Numéro 3. Un lieu de repos à Seattle. De tous les endroits où Bruce Lee aurait pu reposer en paix, peu s'attendèrent à ce que son dernier lieu de repos soit un cimetière tranquille à Seattle. Hong Kong, la ville où sa célébrité explosa et où des millions le considéraient comme un héros national, semblait être le choix évident. Mais pour Linda Lee Cadwell, sa veuve, la décision ne concernait pas les attentes publiques, mais la vérité personnelle. Seattle n'était pas seulement l'endroit où Bruce avait autrefois vécu. C'était là que son voyage avait vraiment commencé. Des années avant la célébrité, les couvertures de magazines et les contrats cinématographiques, Bruce n'était qu'un jeune homme déterminé essayant de partager sa vision des arts martiaux. C'est à Seattle qu'il ouvrit sa première école, enseigna à des étudiants de tous horizons et affina les philosophies qui deviendraient plus tard le Jeet Kune Do. C'était aussi la ville où il rencontra Linda, tomba amoureux et commença la vie qu'il construisait en tant qu'or lorsque la tragédie frappa. Dans une interview peu après sa mort, Linda expliqua que Seattle contenait leurs souvenirs les plus significatifs. C'était là que Bruce construisait un avenir basé sur l'inclusion, la discipline et l'expression de soi, ce qui en faisait l'endroit le plus approprié pour lui de reposer. Le 31 juillet 1973, juste quelques jours après le décès soudain de Bruce, une cérémonie privée fut tenue au cimetière de Lakeview. Situé dans les collines paisibles surplombant le lac Washington, l'emplacement fut choisi pour sa dignité tranquille. Des amis et des collègues, dont James Coburn et Steve McQueen, se rassemblèrent en silence alors que Bruce était inhumé dans une tombe marquée par une pierre tombale en granit poli. Le design combinait des influences orientales et occidentales, tout comme Bruce lui-même. Des caractères chinois se trouvaient à côté de textes en anglais, y compris l'une de ses citations les plus célèbres. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée. Au fil des décennies, le site de la tombe est devenu plus qu'un mémorial. C'était devenu une destination sacrée pour les fans, les artistes martiaux et les penseurs du monde entier. Les visiteurs laissaient notamment des fleurs, des lettres manuscrites, des nunchakus et des notes griffonnées avec des histoires personnelles sur la façon dont Bruce avait changé leur vie. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une tombe, c'était une salle de classe, un sanctuaire, une source de force. Et donc, lorsque le site fut programmé pour un entretien de routine en 2025, ce n'était plus qu'une simple mise à jour logistique. Le monde s'est arrêté. Ce qui était resté intact pendant 52 ans allait être ouvert, et personne ne savait ce qui pourrait attendre à l'intérieur. Si le lieu de repos de Bruce émeut encore les gens aux larmes et à la réflexion un demi-siècle plus tard, cela en dit long sur la vie qu'il a vécue. Si cette histoire vous touche, aimez-la et laissez l'héritage de Bruce continuer à se propager à travers le temps. Numéro 4. Le pionnier social. Bien avant que le monde ne le voie comme une icône du cinéma ou une légende des arts martiaux, Bruce Lee brisait discrètement des barrières que la plupart n'osèrent mais pas défier. À une époque où la race dictait les opportunités et où le contrôle culturel était la norme, Bruce refusait d'accepter des limites, surtout celles basées sur les préjugés.
Son impact le plus durable ne se limite peut-être pas au cinéma ou au combat, mais à la façon dont il a aidé à redéfinir qui avait sa place et qui avait une voix. Au début des années 1960, les arts martiaux en Amérique étaient encore masqués par la tradition et souvent réservés à des cercles ethniques fermés. On comprenait généralement que les arts martiaux chinois devaient être transmis uniquement à d'autres Chinois. Bruce Lee ne se contenta pas d'ignorer cette règle, il la défia ouvertement. Dans sa première école dans le quartier chinois de Seattle, il accueillait des étudiants sans distinction de race, d'origine ou d'expérience. Jesse Glover, un Afro-Américain, devint le premier élève et assistant instructeur de Bruce. Taki Kimura, un Américain d'origine japonaise qui avait subi de profondes discriminations après la Seconde Guerre mondiale, devint l'un des protégés les plus proches de Bruce. Pour Bruce, les arts martiaux n'étaient pas liés à une culture. Ils étaient un moyen de libération, de respect pour de soi et de connexion. Cet esprit le suivit à Hollywood, où l'industrie cantonnait régulièrement les personnages asiatiques à des rôles subalternes ou comiques. Bruce rejeta les scénarios qui s'appuyaient sur des stéréotypes, même si cela signifiait renoncer à des offres lucratives. Sa grande chance arriva dans The Green Hornet, où son interprétation de Kato changea la façon dont le public voyait les personnages asiatiques à la télévision américaine. Il n'était pas un acolyte dans l'esprit, il était l'épine dorsale de l'émission. En fait, les téléspectateurs en Asie renommèrent la série The Kato Show, un hommage à sa présence indéniable à l'écran. Mais l'influence de Bruce s'étendait bien au-delà de l'écran. Il forma et se lia d'amitié avec des personnes de tous horizons, boxeurs, danseurs, acteurs et athlètes. Parmi eux se trouvait Karim Abdul-Jabbar, qui non seulement apprit les arts martiaux sous la direction de Bruce, mais apparut également à ses côtés dans Game of Death. Leur lien, forgé à une époque où l'Amérique luttait encore avec le mouvement des droits civiques, reflétait la profonde croyance de Bruce dans la croissance personnelle par la discipline partagée et non par l'identité partagée. Son message était simple mais radical. Soyez comme l'eau, adaptable, inclusif et imparable. Numéro 5. Une philosophie au-delà de l'écran. Plus que sa vitesse fulgurante ou sa célébrité au cinéma, le véritable héritage de Bruce Lee réside dans la philosophie qui encourageait les gens à repenser non seulement leur façon de se battre, mais aussi leur façon de vivre. Au sommet de sa gloire, il offrit quelque chose de bien plus profond que la technique physique. Une manière d'être qui valorisait la découverte de soi plutôt que l'imitation, la flexibilité plutôt que la rigidité et l'authenticité par-dessus tout. Au début des années 1970, Bruce était devenu désillusionné par les limitations des arts martiaux traditionnels. Dans son interview de 1971 avec le magazine Black Belt, il présenta au monde le Jeet Kune Do, non seulement un style de combat, mais une philosophie. Il mêlait l'efficacité à courte portée du Wing Chun à la mobilité de la boxe et à la spontanéité de l'escrime. Mais plus que ces éléments physiques, le Jeet Kune Do était un appel à abandonner les systèmes stricts, absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est spécifiquement le vôtre, disait-il. Cette phrase devint un mantra non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchant son propre chemin dans un monde plein d'attentes rigides. Cet état d'esprit se reflétait dans l'approche de Bruce en matière de conditionnement physique, bien avant que le monde ne s'en rende compte. Il ne s'entraînait pas pour avoir l'air fort, il s'entraînait pour être fort, mélangeant entraînement en force, cardio, flexibilité et exercice de vitesse. Il créa un programme qui ressemblait plus à la condition physique de l'UFC d'aujourd'hui qu'à tout ce qui était disponible à l'époque. Il suivait ses entraînements de manière obsessionnelle et comprenait l'anatomie à un niveau que peu d'athlètes atteignaient. Ce qui rendait sa routine révolutionnaire, ce n'était pas seulement son intensité, mais la façon dont elle reflétait sa croyance en la croissance et l'adaptabilité constante. Mais peut-être que l'expression la plus claire de sa pensée se manifestait à travers l'une de ses phrases les plus citées. « Soyez comme l'eau, mon ami ». Pour Bruce, l'eau était la forme idéale, sans forme, réactive mais puissante. Elle pouvait couler ou s'écraser. Elle s'ajustait sans perdre son essence. Ce principe s'appliquait bien au-delà du combat. C'est devenu une leçon de vie sur la façon de gérer l'adversité, l'identité et le changement. Bruce était un lecteur avide, et sa bibliothèque personnelle contenait tout, de la philosophie occidentale aux classiques chinois. Il griffonnait des notes dans les marges, non pas en tant qu'étudiant absorbant passivement des connaissances, mais en tant que penseur, les façonnant en quelque chose de personnel. Ses enseignements encourageaient les autres à faire de même, à questionner, à affiner et à évoluer.
Maintenant, avec sa tombe de Seattle prévue pour être ouverte après plus de 5 décennies, la curiosité grandit quant aux écrits ou artefacts qui pourraient émerger. Des indices pollen sur un esprit qui a redéfini non seulement les arts martiaux, mais l'idée même de vivre avec un but. Numéro 6. La perte tragique de Brandon Lee. Peu d'histoires à Hollywood sont aussi hantées que celle de la famille Lee, où l'histoire ne s'est pas seulement répétée, elle a approfondi le chagrin. 2 décennies après la mort choquante de Bruce Lee en 1973, son fils unique, Brandon Lee, a rencontré une fin tout aussi prématurée et étrange. Les deux hommes, doués et au bord de la grandeur, ont été emportés bien trop tôt. Leur tragédie partagée ont devenu un symbole de la fragilité de la promesse et du poids de l'héritage. Né en 1965, Brandon Lee a hérité non seulement du nom de son père, mais aussi des attentes qui l'accompagnaient. Pourtant, ceux qui l'ont connu disent qu'il n'a jamais cherché l'ombre de Bruce. Il s'est entraîné aux arts martiaux sous la direction d'amis proches de la famille et de professeurs. Mais l'objectif de Brandon était d'être son propre homme, quelqu'un qui respectait le passé sans en être consumé. Dans des films comme Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire, il a commencé à briller par lui-même, affichant non seulement une précision physique mais aussi une présence scénique imposante. Les critiques ont noté sa polyvalence, son charisme et sa profondeur émotionnelle, des traits que le son qui se manifesteraient mentent pleinement dans The Crow, un rôle qui devait être sa percée. Cette percée ne vint jamais. Le 31 mars 1993, alors qu'il filmait à Wilmington, en Caroline du Nord, une arme de tournée a été accidentellement chargée avec une balle réelle. Lors d'une scène où son personnage était censé être abattu, l'arme a tiré pour de vrai, touchant Brandon à l'abdomen. Malgré une chirurgie d'urgence, il est mort quelques heures plus tard, à l'âge de 28 ans. L'enquête officielle menée par l'administration de la sécurité et de la santé au travail de Caroline du Nord a confirmé que la tragédie était due à de la négligence et à un mauvais contrôle sur le plateau. La perte a stupéfié l'industrie cinématographique et a dévasté les fans qui avaient vu Brandon s'élever avec une détermination silencieuse. Ses funérailles ont eu lieu à Seattle, et dans un geste profondément symbolique, il a été enterré à côté de son père au cimetière de Lakeview. 2 vies, 2 héritages, et maintenant, 2 pierres d'édamant tombales côte à côte, l'une représentant un homme qui a changé le monde, l'autre un fils qui aurait pu le faire. Au fil des ans, le site de la tombe est devenu un lieu de pèlerinage où les gens laissent des fleurs, des lettres et des souvenirs d'arts martiaux en hommage à père et fils. Pendant 52 ans, la tombe a gardé son silence, un monument durable à l'ambition, à la perte et à l'amour. Cette puissante histoire d'ambition, d'amour et de perte mérite d'être entendue. Partagez-la avec un ami qui apprécierait l'héritage laissé par Bruce et Brandon Lee. Numéro 7. La décision d'ouvrir la tombe. Peu de lieux de repos dans l'histoire moderne ont eu une emprise aussi puissante sur l'imagination publique que la tombe de Bruce Lee à Seattle. Pendant plus de 5 décennies, elle est restée intacte, un monument à l'une des figures les plus influentes des arts martiaux et du cinéma, et un sanctuaire calme pour les fans du monde entier. Mais au début de 2025, ce silence devait être respectueusement brisé. La ville de Seattle, poussée par des préoccupations de préservation à long terme, a pris la décision sans précédent de déverrouiller la tombe pour des travaux de maintenance. L'annonce a immédiatement suscité une vague d'émotions, de respect, de curiosité et d'appréhension. Les responsables de la ville ont d'abord approché Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce, avec une proposition soigneusement préparée pour évaluer et restaurer l'intégrité structurelle de la tombe vieillissante. Selon des documents publiés par le département de préservation historique de Seattle, le site avait résisté aux intempéries du Nord-Ouest Pacifique pendant 5 décennies, mais nécessitait désormais une attention pour garantir qu'il durerait encore 50 ans. Pour Linda, la décision n'était pas facile. Dans une rare déclaration publique au Seattle Times, elle a admis avoir de profondes hésitations, disant que la tombe avait toujours été plus que de la pierre et de la terre, c'était un terrain sacré. Pourtant, elle a donné sa bénédiction, émue par l'idée que maintenir le site était une façon d'honorer l'héritage de Bruce, et non de le perturber. La planification de la préservation impliquait à la fois une technologie avancée et un profond sens de la responsabilité culturelle. Des ingénieurs ont installé une enceinte climatisée pour prévenir les dommages causés par l'humidité pendant le processus. Des radars à pénétration de sol ont scanné le site pour guider l'équipe avant que des étapes physiques ne soient entreprises.
Des rapports ont confirmé l'utilisation de méthodes non invasives pour protéger ce qui se trouvait à l'intérieur, traitant l'effort plus comme un projet archéologique que comme une simple maintenance. La sécurité autour du cimetière de Lakeview s'est intensifiée dans les semaines précédant l'ouverture. Une entreprise spécialisée a été engagée pour sécuriser le périmètre tout en permettant un accès cérémoniel. Shannon Lee, la fille de Bruce, a travaillé en étroite collaboration avec des moines bouddhistes pour organiser des rituels honorant l'héritage de son père avant le début des travaux. Ces cérémonies, partagées par les médias locaux et les organisations communautaires, ont souligné le poids spirituel de l'événement. Linda a également contribué des notes manuscrites et des documents de construction de 1973 qui ont donné aux préservateurs des informations critiques sur la disposition et le contenu originaux de la tombe. Alors que les préparatifs touchaient à leur fin, l'attention mondiale a augmenté. Que trouverait-on après 52 ans de silence? Des lettres, des artefacts personnels, de nouveaux écrits? Personne ne pouvait le dire avec certitude, mais une chose était claire. La décision d'ouvrir la tombe de Bruce Lee était plus qu'un acte de préservation. C'était une invitation à revisiter un héritage encore en cours. Numéro 8. L'ouverture se déroule. Ce qui devait être un effort de préservation simple est rapidement devenu un moment déterminant dans l'histoire continue de l'héritage de Bruce Lee. Un matin calme en 2025, avec le monde regardant discrètement, la tombe qui était restée scellée pendant plus d'un demi-siècle a enfin été ouverte. Ce n'était ni l'ingénierie ni la technologie qui ont conquis les cœurs, mais le poids de l'histoire. Pour la première fois depuis 1973, le lieu de repos final de Bruce Lee n'était plus seulement un symbole. Il était devenu un chapitre vivant, se déroulant en temps réel. L'opération a commencé lorsque des moines bouddhistes se sont rassemblés au cimetière de Lakeview à Seattle, exécutant une cérémonie traditionnelle au lever du soleil. Leurs chants résonnaient doucement à travers le site, offrant un ancrage spirituel avant qu'un seul outil ne soit levé. Shannon Lee, se tenant parmi eux, portait la présence à la fois de la fille et de la gardienne, ancrant le moment avec une dignité silencieuse. Ces rituels, coordonnés avec des organisations culturelles locales, honoraient l'héritage de Bruce et établissaient le ton pour les heures à venir. Cela ne serait pas traité comme une excavation, mais comme une gestion respectueuse. À l'intérieur de la zone de travail contrôlée, une équipe de préservation spécialisée a commencé son travail. Chaque instrument a été stérilisé. Chaque étape a été planifiée à l'avance. Le sceau en granit gravé des mots directeurs de Bruce, usé par des décennies de saison, était la première barrière. Alors qu'il était progressivement retiré, un mélange de respect et de tension s'est installé sur l'équipe. En plein, dessous se trouvait une série complexe de couches protectrices, conçues en 1973 pour préserver non seulement les restes de Bruce, mais aussi tout objet placé à ses côtés. Leur durabilité en disait long sur la prévoyance de ce design original. L'équipe de préservation avançait avec une précision délibérée, utilisant des systèmes d'éclairage à faible chaleur et un suivi environnemental en temps réel pour éviter même le moindre dommage. Chaque couche racontait sa propre histoire. Des sceaux qui n'avaient pas été touchés depuis 52 ans. Des matériaux qui avaient résisté à l'épreuve du temps silencieux. Regardant de près, Linda Lee Cadwell fournissait des informations que seule elle pouvait donner. Elle expliquait la signification de chaque couche, chaque compartiment. Des compartiments d'encens tirés des coutumes funéraires chinoises, aux chambres sous vide destinées à abriter des artefacts personnels, chaque détail reflétait l'identité unique de Bruce, un homme ancré à la fois dans la tradition ancienne et la pensée moderne. Alors que la dernière coque protectrice était atteinte, l'anticipation flottait dans l'air comme un souffle retenu. L'équipe s'est arrêtée brièvement, révisant ses notes et scrutant l'espace une dernière fois. C'était le seuil. Derrière le dernier sceau pouvaient se trouver des souvenirs intacts, des notes manuscrites ou des objets que Bruce avait choisis comme ses derniers compagnons. Quoi qu'il y ait, cela ne serait pas seulement vu, mais ressenti. Et ainsi, dans un coin tranquille de Seattle, avec le passé soigneusement décortiqué couche par couche, le monde était sur le point de découvrir ce qui était resté caché derrière la pierre toutes ces années, et quelle nouvelle pièce de la vie de Bruce Lee pourrait enfin sortir à la lumière. Numéro 9. Trésor préservé dans le temps. Au moment où le dernier sceau de la tombe a été levé, ce n'est pas ce que l'équipe a vu qui les a frappés en premier, c'était ce qu'ils ont ressenti. Préservé sous la pierre pendant plus de 5 décennies, l'air à l'intérieur de la chambre funéraire de Bruce Lee portait non seulement le parfum du bois de santal, mais aussi la présence écrasante d'une vie figée dans le temps.
Tout ce qui se trouvait à l'intérieur avait été placé avec une telle intention et préservé avec un tel soin que pénétrer à l'intérieur semblait moins comme ouvrir une tombe que comme entrer directement en 1973. Ce qui distinguait vraiment cette tombe n'était ni sa taille ni sa grandeur, mais l'état incroyable des artefacts qu'elle contenait. Alors que la plupart des sites funéraires de son époque montrent des signes de décomposition inévitables, le lieu de repos de Bruce Lee défiait le temps. Des soies drapées autour de la chambre, choisies pour leur symbolisme traditionnel, gardaient encore une légère lueur. Les éléments en bois montraient sans un peu de signes de vieillissement, résultat de la combinaison des techniques de préservation chinoises semblent anciennes avec des méthodes de scellement modernes, une approche bien documentée dans les notes de sépulture originales de Linda Lee Cadwell. Les experts consultés par la famille Lee ont été stupéfaits de constater à quel point la tombe avait résisté à l'humidité, aux nuisibles et à la lente décomposition des matériaux organiques. Puis vinrent les objets personnels, chacun étant une fenêtre sur le monde de Bruce. Une paire de nunchaku, indissociablement liée à sa présence légendaire à l'écran, était soigneusement enfermée dans un compartiment scellé. Leur finition laquée était restée intacte par le temps, et Shannon Lee a confirmé dans une interview de 2025 qu'il faisait allant partie d'une collection privée que Bruce avait mise de côté pendant le tournage d'Enter the Dragon. À quelques centimètres de là, un manuel d'entraînement Wing Chun cornélien et enveloppé dans de la soie a été découvert. En feuilletant ces pages, l'équipe a trouvé les notes de Bruce griffonnées en chinois et en anglais. L'écriture, bien que légèrement estompée, était indéniablement la sienne. Ce n'était pas seulement des corrections techniques ou des exercices pratiques, mais des réflexions. De courtes lignes sur le mouvement, la discipline, l'identité et la fusion de la tradition avec l'innovation. C'était à la fois un manuel et un journal philosophique. Même les objets plus intimes, des photographies de famille pliées, un amulette en jade censé protéger l'âme, et une enveloppe usée marquée simplement pour Shannon étaient intactes, exactement comme elles avaient été placées lors de la cérémonie originale. Les dossiers de sépulture que Linda avait conservés en 1973 se sont révélés essentiels pour vérifier l'authenticité et le placement de chaque objet. Pour l'équipe de préservation, ces découvertes ont transformé le site d'un projet historique en une expérience profondément humaine. Alors que la nouvelle de la découverte atteignait le public, l'attention du monde se tournait vers ce qui pourrait encore se trouver à l'intérieur. Des murmures non confirmés mais impossibles à ignorer circulaient au sujet de l'être personnel ou d'écrits finaux, cachés plus profondément dans la tombe. Ce qui avait commencé comme un effort de conservation s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond, une rencontre rare et intime avec le monde intérieur de Bruce Lee. Et tandis que les artefacts parlaient un mot de volume, il était clair que la tombe contenait encore des histoires à raconter. Numéro 10. Un dernier message de Bruce. Ce qui avait commencé comme un effort de préservation s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus intime lorsque l'équipe a découvert ce qui pourrait être l'artefact le plus personnel de tous, une lettre scellée, manuscrite par Bruce Lee lui-même. Glissée à l'intérieur d'une boîte en bois laquée marquée d'un emblème de dragon, l'enveloppe portait l'impression indéniable de cire rouge, toujours intacte après plus de 50 ans. Ce seau de cire, délicatement embossé de dragons entrelacés, a stoppé toute l'équipe dans son élan. Ce n'était pas un souvenir ordinaire. C'était quelque chose délibérément placé, délibérément caché, et maintenant enfin révélé. La décision d'ouvrir l'enveloppe n'a pas été prise à la légère. Selon les protocoles décrits dans le journal de préservation de 2025, tout objet personnel portant un sceau devait être abordé avec le plus grand soin. Après documentation, le sceau a été délicatement brisé, révélant une feuille pliée de parchemin épais. L'écriture, fluide et familière, ne laissait aucun doute. C'était celle de Bruce. Datée de quelques jours avant son décès en juillet 1973, la lettre n'était adressée à aucun individu. Au lieu de cela, elle s'ouvrait par une salutation universelle à ceux qui portent ma vision. Ce qui a suivi n'était pas un adieu. C'était un défi, un message écrit pour quiconque prêt à écouter, quelle que soit l'époque. Dans la lettre, Bruce exhortait les lecteurs à rejeter l'imitation et à embrasser leur vérité personnelle. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas solides. Ce sont des illusions façonnées par la peur, écrivait-il. Soyez comme l'eau, résilient, adaptable et sans limite. Ne me suivez pas. Trouvez votre propre chemin et marchez-le sans excuse.
Ces mots résonnaient avec beaucoup de ses enseignements antérieurs, Make it clear, mais quelque chose dans ce message semblait distillé, final et destiné à durer. Présente lors de la lecture, Lindalee Caldwell a confirmé en silence que le ton et la formulation correspondaient aux notes que Bruce lui avait autrefois écrites en privé. Pour elle, ce n'était pas une surprise, c'était une validation. Shannon Lee, également présente, l'a qualifié de dernier cadeau de son père. Dans une déclaration partagée plus tard avec la presse internationale, elle a décrit la lettre comme sa voix, atteignant à travers le temps pour nous rappeler non pas qui il était, mais qui nous pouvons devenir. La lettre a suscité une conversation mondiale. Les artistes martiaux ont cité ces lignes dans les salles d'entraînement, les philosophes ont débattu de son sens, les fans l'ont partagé comme un mantra numérique pour la résilience. Elle a été étudiée non pas comme une note historique, mais comme une philosophie vivante. Plus d'un demi-siècle après sa mort, Bruce Lee parlait à nouveau directement au monde. Alors que l'équipe de préservation terminait son travail et scellait la tombe, elle laissait derrière elle non seulement un site de mémoire, mais un message pour l'avenir. Cette lettre, découverte dans le silence et partagée avec le monde, soulignait ce que Bruce Lee a toujours cru, que l'héritage d'une personne n'était pas écrit dans la pierre, mais dans la manière dont les autres portent en avant l'étincelle qu'elle a laissée derrière elle. Les derniers mots de Bruce n'étaient pas un au revoir, c'était un appel à l'action. Pour plus d'histoires non racontées et de moments puissants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et de garder l'esprit vivant. Et merci de regarder. À la prochaine.